La drépanocytose, aussi appelée anémie falciforme, est une maladie génétique héréditaire dans laquelle les globules rouges, normalement souples et ronds, prennent une forme rigide et incurvée, semblable à une faucille. Cette transformation est due à une mutation du gène de l'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène dans le sang. Ces cellules déformées deviennent rigides et collantes, bloquant la circulation sanguine dans les petits vaisseaux. Cela provoque des douleurs intenses, appelées crises vaso-occlusives, et prive les organes d'oxygène, entraînant des complications graves comme des infections, des accidents vasculaires cérébraux ou des atteintes d'organes. L'histoire de la découverte de la drépanocytose commence en 1910, lorsque le docteur James Herrick, un médecin américain, examine le sang d'un jeune étudiant originaire de la Grenade, Walter Noel. Herrick observe au microscope des globules rouges anormalement courbés, une observation inédite à l'époque. Il note dans ses rapports la forme étrange de ces cellules, mais l'origine génétique de la maladie reste alors inconnue. La drépanocytose est une maladie héréditaire, transmise par les deux parents porteurs du gène muté. Elle n'est pas contagieuse, mais elle touche principalement les populations d'ascendance africaine, méditerranéenne, moyenne-orientale et indienne. Pendant des siècles, la maladie est restée cachée, souvent confondue avec d'autres affections ou attribuée à des causes mystérieuses, car ses symptômes varient et peuvent être intermittents. Sa prévalence élevée dans certaines régions du monde s'explique par un phénomène fascinant. Le gène de la drépanocytose offre une protection partielle contre le paludisme. Dans les zones où le paludisme est endémique, comme en Afrique subsaharienne ou en Inde, ce compromis génétique a permis à la mutation de persister, car les porteurs du trait drépanocytaire survivent mieux aux infections palustres. Pendant longtemps, l'absence de moyens de diagnostic et la méconnaissance de la maladie ont empêché sa reconnaissance. Ce n'est qu'avec l'avènement de la microscopie et des analyses sanguines que les médecins ont pu identifier les cellules falciformes et relier les symptômes à une cause précise, permettant enfin de comprendre la souffrance de millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, la drépanocytose est reconnue comme un problème de santé publique mondiale. Les avancées médicales, de la découverte du gène responsable à la mise au point de traitements innovants, témoignent d'un siècle de progrès scientifiques. Comprendre les origines et l'histoire cachée de la drépanocytose nous permet de mesurer le chemin parcouru, mais aussi de prendre conscience des défis qui restent à relever pour améliorer la vie des patients partout dans le monde. La drépanocytose est causée par une mutation dans le gène de l'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène dans le sang. Imaginez que le gène de l'hémoglobine est comme une recette de cuisine transmise de génération en génération. Une petite erreur dans cette recette peut changer le résultat final. Ici, la forme des globules rouges. Chaque parent possède 2 copies du gène de l'hémoglobine, une héritée de sa mère, l'autre de son père. Pour avoir la drépanocytose, un enfant doit recevoir la copie mutée, appelée S, de chacun de ses parents. Si un seul parent transmet le gène S et l'autre transmet le gène normal A, l'enfant sera porteur sain, comme si on mélangeait 2 recettes différentes. Le résultat est intermédiaire, sans symptômes graves. Les porteurs du gène S, appelés hétérozygotes, ont une résistance naturelle au paludisme. C'est un peu comme si leur sang portait un bouclier contre cette maladie, ce qui explique pourquoi le gène S est fréquent dans les régions où le paludisme sévit, comme certaines parties de l'Afrique, de l'Inde ou du Moyen-Orient. Prenons un exemple concret. Si 2 parents sont tous 2 porteurs du gène S, à chaque grossesse, il y a une chance sur 4, soit 25%, que l'enfant ait la drépanocytose. Il y a aussi 50% de chances que l'enfant soit porteur sain et 25% qu'il n'hérite d'aucun gène S. C'est comme tirer au sort 4 billes, une rouge pour la maladie, 2 jaunes pour les porteurs, une verte pour l'absence du gène. Avec les migrations et la mondialisation, la drépanocytose n'est plus limitée à certaines régions. Aujourd'hui,
Elle concerne des familles partout dans le monde, quelle que soit leur origine. L'histoire de la drépanocytose est donc une histoire de génétique, de survie face au paludisme et d'adaptation humaine. Comprendre comment elle se transmet, c'est mieux se préparer à la prévenir et à la traiter. Imaginez les globules rouges sains comme de petits disques souples, parfaitement ronds, semblables à des beignets sans trous. Leur surface lisse et leur flexibilité leur permettent de se faufiler aisément à travers les capillaires les plus étroits, un peu comme des voitures de sport glissant sans effort dans des ruelles étroites. Leur structure unique agit comme un coussin, leur permettant de se plier, de se tordre et de rebondir sans se casser, tout en transportant l'oxygène des poumons vers chaque recoin du corps. Mais dans la drépanocytose, tout change. Les globules rouges, au lieu de rester ronds et souples, se transforment en forme de croissants ou de faucilles, rigides et pointus, comme de minuscules bateaux échoués sur une plage rocheuse. Ces cellules falciformes perdent leur élasticité. Elles deviennent dures, cassantes et ont tendance à s'accrocher les unes aux autres, incapables de naviguer dans les vaisseaux sanguins sinueux. Imaginez maintenant une autoroute où, soudainement, toutes les voitures deviennent longues, rigides et se coincent dans les virages. Le trafic s'arrête, provoquant des embouteillages douloureux dans le corps, c'est la vaso-occlusion. Les cellules saines vivent environ 120 jours, assurant un renouvellement constant et efficace du sang. Mais les cellules falciformes, fragiles comme du verre, se brisent après seulement 10 à 20 jours, laissant la moelle osseuse déborder, incapable de suivre la cadence. Cette destruction rapide provoque une anémie chronique, privant le corps d'oxygène et entraînant une fatigue persistante, une faiblesse et une pâleur. Lorsque les cellules falciformes s'agglutinent, elles bloquent la circulation sanguine, coupant l'apport d'oxygène aux tissus. Cela provoque des douleurs intenses, comparables à des crampes soudaines et violentes, et peut endommager les organes à long terme. Tout cela découle d'une seule mutation génétique, minuscule mais puissante, qui transforme le système de transport du corps en une source de souffrance. La différence entre une cellule normale et une cellule falciforme peut sembler insignifiante sous le microscope, mais ses conséquences sont immenses, bouleversant la vie des personnes atteintes. Ce simple changement de forme, ce passage du rond au croissant, est au cœur de la maladie. Comprendre cette transformation, c'est saisir toute la complexité et la gravité des défis posés par la drépanocytose. Le signe distinctif de la drépanocytose est la douleur, soudaine, sévère et imprévisible. Pour beaucoup de patients, cette douleur surgit sans prévenir, comme pour Aïssatou, 12 ans, qui raconte « C'est comme si un feu brûlait dans mes os, je ne peux ni marcher ni parler ». Ces épisodes de douleur, appelés crises vaso-occlusives, surviennent lorsque les globules rouges falciformes, rigides et en forme de faucilles, s'agglutinent et bloquent la circulation sanguine. Ce blocage prive les tissus d'oxygène, provoquant une inflammation intense et parfois des lésions irréversibles aux organes. Les déclencheurs de ces crises sont variés. La déshydratation, les infections, les changements brusques de température, ou même un simple effort physique. Parfois, une fièvre ou un rhume banal peut précipiter une crise, comme l'a vécu Samuel, 8 ans, hospitalisé après une journée froide passée dehors. Le stress émotionnel, la fatigue ou même l'anxiété peuvent aussi déclencher une crise. Mais souvent, aucune cause n'est identifiée, laissant les patients dans l'incertitude et la peur constante d'une nouvelle attaque. Outre la douleur, l'anémie chronique est un autre fardeau majeur. Les globules rouges déformés sont détruits plus rapidement que la normale, entraînant une fatigue profonde, un essoufflement au moindre effort et une pâleur persistante. Pour Fatou, adulte active, chaque matin est une lutte pour sortir du lit, même après une nuit complète de sommeil. Chez les enfants, cette anémie chronique peut ralentir la croissance et le développement. Les petits patients dépensent beaucoup d'énergie simplement pour maintenir leur fonction vitale,
ce qui les empêche parfois de jouer ou d'apprendre comme les autres. La peur de la prochaine crise, l'épuisement de l'anémie et la nécessité de suivre des traitements quotidiens façonnent tous les aspects de la vie. Les patients jonglent entre les rendez-vous médicaux, la prise de médicaments et l'angoisse de l'imprévu. Pour limiter les risques, ils doivent surveiller en permanence leur corps et leur environnement. Boire beaucoup d'eau, éviter les températures extrêmes, manger équilibré et rester attentif aux moindres signes d'infection. La drépanocytose est une bataille quotidienne. Contre la douleur, la fatigue, l'incertitude, mais aussi contre l'isolement. Derrière chaque crise, il y a une histoire, un combat et l'espoir d'un jour sans douleur. La drépanocytose ne se limite pas à une maladie du sang. Elle s'attaque à presque tous les organes du corps, provoquant des dégâts profonds et souvent irréversibles. Les globules rouges falciformes, rigides et déformés, bloquent la circulation sanguine, privant les tissus d'oxygène vital. La rate, essentielle pour filtrer les bactéries et défendre l'organisme, est souvent détruite dès la petite enfance. Les enfants atteints deviennent extrêmement vulnérables aux infections graves, comme la méningite ou la septicémie. De nombreux parents témoignent de la peur constante face à la fièvre, chaque épisode pouvant devenir une urgence vitale. Les poumons ne sont pas épargnés. Le syndrome thoracique aigu, caractérisé par une douleur intense, de la fièvre et des difficultés respiratoires, est l'une des principales causes d'hospitalisation et de décès. Les patients décrivent la sensation d'étouffer, d'être incapables de reprendre leur souffle, nécessitant souvent une prise en charge en soins intensifs. Le cerveau peut subir des blocages dans ses vaisseaux sanguins, provoquant des accidents vasculaires cérébraux, parfois dès l'âge de 3 ans. Ces AVC peuvent entraîner des séquelles neurologiques lourdes, paralysie, troubles de la parole, difficultés d'apprentissage. Les familles racontent l'angoisse de voir leur enfant perdre soudainement l'usage d'un bras ou d'une jambe. Les reins sont particulièrement fragiles. Les blocages répétés endommagent les tissus rénaux, menant à l'insuffisance rénale chronique. Certains patients doivent recourir à la dialyse dès l'adolescence. Les os, eux aussi, souffrent. La nécrose osseuse provoque des douleurs chroniques et des fractures spontanées, limitant la mobilité et l'autonomie. Les yeux sont exposés à des micro-infarctus de la rétine, pouvant entraîner une perte de vision progressive. Certains jeunes adultes témoignent de la difficulté à poursuivre leurs études ou leur travail à cause de troubles visuels irréversibles. La peau, mal irriguée, développe des ulcères chroniques, douloureux et difficiles à cicatriser. La nécrose osseuse, la perte de vision, l'insuffisance rénale et les ulcères cutanés s'ajoutent à la liste des complications qui bouleversent la vie quotidienne. Chaque organe peut être touché par des blocages répétés et un manque d'oxygène, provoquant une fatigue extrême, des douleurs diffuses et une qualité de vie altérée. Les patients racontent la difficulté de planifier l'avenir, tant les crises sont imprévisibles. Prévenir et gérer ces complications exige une vigilance constante, une coordination entre spécialistes et un accompagnement psychologique pour les patients et leurs proches. La drépanocytose est une maladie systémique. Son impact est généralisé, implacable et évolutif tout au long de la vie. La cascade de complications rend les soins complexes, multidisciplinaires et à vie. Mais derrière chaque dossier médical, il y a des histoires de courage, de résilience et d'espoir. Vivre avec la drépanocytose exige une vigilance constante dès le réveil. Les patients commencent souvent leur journée en s'hydratant abondamment, en surveillant la météo pour éviter les températures extrêmes et en choisissant soigneusement leurs vêtements pour se protéger du froid ou de la chaleur. La prise de médicaments quotidiens, l'adaptation de l'alimentation et la planification d'activités physiques modérées font partie de la routine. Les patients doivent souvent limiter les efforts intenses pour prévenir les crises douloureuses. Les visites médicales régulières
Les analyses sanguines et les dépistages sont fréquents, parfois plusieurs fois par mois, ce qui perturbe le quotidien et demande une organisation rigoureuse. Lors des crises, la douleur peut devenir insupportable et nécessite souvent des soins d'urgence. Ces épisodes imprévisibles bouleversent la vie familiale et professionnelle. En plus de la douleur physique, les patients font face à la stigmatisation et à l'incompréhension, que ce soit à l'hôpital ou dans leur entourage. L'incrédulité des professionnels de santé ou des proches peut aggraver leur détresse. Il arrive que les symptômes soient minimisés ou mal compris, obligeant les patients à se justifier sans cesse lorsqu'ils cherchent de l'aide. L'école et le travail sont fréquemment perturbés, entraînant des retards scolaires, des absences répétées et parfois des difficultés à conserver un emploi stable. Les défis académiques et financiers s'accumulent. L'isolement social est courant, car la fatigue et la douleur limitent la participation aux activités. Les patients développent souvent des stratégies pour faire face à la solitude, comme rejoindre des groupes de soutien ou tenir un journal. La maladie est invisible mais omniprésente, ce qui peut entraîner des problèmes de santé mentale comme l'anxiété ou la dépression. Les patients apprennent à gérer leurs émotions et à trouver des moments de répit. Pour faire face, ils deviennent de véritables experts de leurs propres soins, gérant leur traitement, s'informant sur la maladie et anticipant les complications. Ils apprennent à plaider pour eux-mêmes dans les milieux médicaux, scolaires et sociaux, afin d'obtenir la reconnaissance et le soutien nécessaires. Le fardeau n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel et psychologique. Les patients développent des stratégies de gestion du stress, comme la méditation, la thérapie ou le soutien familial. La résilience est essentielle, car chaque jour apporte de nouveaux défis, mais aussi des moments de courage et de solidarité. La drépanocytose façonne tous les aspects de la vie, exigeant force, adaptabilité et un soutien constant de l'entourage. Malgré les difficultés, de nombreux patients trouvent des moyens de s'épanouir et de vivre pleinement. Aujourd'hui, il n'existe pas de remède universel contre la drépanocytose, mais les traitements disponibles ont transformé la vie des patients, permettant une meilleure gestion de la maladie et une espérance de vie accrue. Les approches thérapeutiques sont multiples et adaptées à chaque patient selon l'âge, la gravité des symptômes et les complications rencontrées. Les soins préventifs sont essentiels. L'hydratation régulière aide à fluidifier le sang et à prévenir la formation de crises vaso-occlusives, qui provoquent des douleurs intenses. Les patients, en particulier les enfants, sont encouragés à boire beaucoup d'eau chaque jour, et l'hospitalisation peut être nécessaire pour une hydratation intraveineuse lors des crises sévères. La prise quotidienne de pénicilline est recommandée dès la petite enfance pour réduire le risque d'infections bactériennes graves auxquelles les enfants drépanocytaires sont particulièrement vulnérables. Cette antibioprophylaxie a permis de diminuer significativement la mortalité infantile liée à la maladie. Les vaccinations sont également renforcées. En plus du calendrier vaccinal classique, des vaccins supplémentaires contre le pneumocoque, le méningocoque et l'Haemophilus influenzae sont administrés pour protéger contre des infections potentiellement mortelles. Les familles témoignent souvent de leur soulagement face à ces mesures préventives, qui offrent une certaine tranquillité d'esprit. L'hydroxurée est un médicament clé dans la prise en charge de la drépanocytose. Pris quotidiennement, il stimule la production d'hémoglobine fœtale, une forme d'hémoglobine qui ne se déforme pas et qui réduit la fréquence et la gravité des crises douloureuses, des hospitalisations et des complications aiguës. De nombreux patients rapportent une nette amélioration de leur qualité de vie, avec moins de douleur et une plus grande autonomie. Les transfusions sanguines sont utilisées lors des crises graves ou pour prévenir des complications comme les accidents vasculaires cérébraux, notamment chez les enfants à haut risque. Elles permettent d'augmenter temporairement le nombre de globules rouges sains dans le sang. Cependant, les transfusions répétées peuvent entraîner une surcharge en fer,
nécessitant alors un traitement par chélation pour éliminer l'excès de fer et éviter des dommages aux organes. La greffe de moelle osseuse ou de cellules souches hématopoïétiques est actuellement le seul traitement curatif reconnu. Elle consiste à remplacer la moelle malade par celle d'un donneur compatible, souvent un frère ou une sœur. Cette procédure offre une chance de guérison, mais elle comporte des risques importants, comme le rejet de greffe ou des infections graves, et reste réservée à une minorité de patients, faute de donneurs compatibles ou en raison de son coût et de sa complexité. Pour la majorité des patients, la prise en charge repose sur une combinaison de médicaments, de transfusions et d'un suivi médical attentif. Les équipes pluridisciplinaires, composées de médecins, d'infirmiers, de psychologues et d'assistants sociaux, élaborent des plans de traitement personnalisés, adaptés à l'évolution de la maladie et aux besoins spécifiques de chaque patient. Le traitement de la drépanocytose est un engagement à vie. Il nécessite une grande implication des patients et de leurs familles, qui doivent gérer les rendez-vous médicaux, l'observance des traitements et l'adaptation du quotidien. Malgré les défis, de nombreux patients témoignent de leur résilience et de leur capacité à mener une vie active, à poursuivre leurs études ou leur carrière et à fonder une famille. Les progrès réalisés dans la prise en charge ont permis d'augmenter considérablement la survie et la qualité de vie des personnes atteintes de drépanocytose, en particulier dans les pays disposant d'un accès aux soins spécialisés. Cependant, l'accès à ces traitements reste très inégal à travers le monde. Dans de nombreux pays à ressources limitées, les patients font face à un manque de médicaments, d'infrastructures et de professionnels formés, ce qui aggrave le pronostic de la maladie. Les témoignages de patients et de familles soulignent l'importance de l'accompagnement, de l'éducation thérapeutique et du soutien psychologique pour affronter la maladie au quotidien. L'espoir grandit avec l'arrivée de nouvelles thérapies, comme les traitements géniques en cours d'essai, qui pourraient à l'avenir offrir des solutions plus accessibles et moins risquées. En attendant, la prise en charge globale, l'accès équitable aux traitements et le soutien des communautés restent les piliers essentiels pour améliorer la vie des personnes atteintes de drépanocytose partout dans le monde. L'avenir du traitement de la drépanocytose réside dans la thérapie génique, une approche qui vise à réparer la maladie à sa racine génétique. Mais comment fonctionne réellement cette technologie révolutionnaire ? La thérapie génique consiste à modifier ou remplacer le gène défectueux responsable de la drépanocytose dans les cellules du patient. Deux méthodes principales sont utilisées: l'introduction d'une copie saine du gène via des virus modifiés ou l'édition directe de l'ADN grâce à des outils comme CRISPR-Cas9. Les cellules souches du patient sont prélevées, corrigées en laboratoire, puis réinjectées pour produire des globules rouges normaux. Ces traitements révolutionnaires offrent la possibilité de guérir la maladie avec une seule intervention, en éliminant la cause génétique plutôt que de simplement traiter les symptômes. Les premiers patients traités ont montré une disparition quasi totale des crises douloureuses et une amélioration spectaculaire de leur qualité de vie. En 2023, les premières thérapies géniques pour la drépanocytose ont été approuvées, marquant une étape historique. Ces avancées offrent l'espoir d'une guérison permanente pour des milliers de patients à travers le monde. Cependant, ces traitements restent coûteux et techniquement complexes. L'accès est encore limité, en particulier dans les régions où la drépanocytose est la plus répandue, comme l'Afrique subsaharienne et certaines parties de l'Inde. La recherche s'intensifie pour rendre la thérapie génique plus sûre, plus abordable et plus accessible. De nouveaux essais cliniques testent des techniques d'édition génétique plus précises, réduisant les risques d'effets secondaires et simplifiant le processus de traitement. Parallèlement, les scientifiques développent de nouveaux médicaments ciblant différents aspects de la maladie, comme l'augmentation de la production d'hémoglobine fœtale ou la réduction de l'inflammation, pour offrir des alternatives aux patients qui ne peuvent pas bénéficier de la thérapie génique. L'objectif ultime est de proposer une gamme complète de traitements efficaces et accessibles, adaptés à chaque patient, partout dans le monde. Les collaborations internationales
et les investissements dans la recherche sont essentiels pour atteindre ce but. L'horizon pour la drépanocytose n'a jamais semblé aussi prometteur. Grâce à la science et à l'innovation, l'espoir d'une vie sans la maladie devient enfin une réalité pour de nombreux patients.